Le succès, c'est pas être visible, que tout le monde connaisse mon nom ou avoir de l'argent ou que des gens m'admirent. C'est pas ça le succès. Le succès, c'est qu'est-ce que je laisse derrière moi si je ne me réveille pas demain matin, qu'est-ce que j'aurais laissé comme héritage. Bienvenue dans Succès Made in Femme, le podcast où vous découvrirez des femmes talentueuses, leurs techniques et leurs stratégies de succès. Si vous êtes prête à apprendre leurs secrets vers le succès, prenez un stylo, votre bloc-notes, mettez-vous à l'aise et écoutez Succès Made in Femme. Je suis Claudia Ravo. Nous pouvons commencer. Aujourd'hui, Succès Made in Femme reçoit Safia Enjoy Life, fondatrice du blog Grandeur Noire. Conférencière, chroniqueuse panafricaine, comédienne, réalisatrice et productrice de documentaires bientôt diffusés sur l'Afrique qu'on ne nous montre pas, Safia ne s'est jamais laissée définir par son environnement. Elle a su, à travers chaque étape de sa vie, en retenir l'enseignement afin de se lancer de nouveaux défis. Safia crée en 2016 Grandeur Noire, véritable référence aujourd'hui sur l'excellence, le génie et la beauté du peuple noir. Si elle refuse le titre de leader dans la mission qu'elle s'est fixée d'éclairer sur l'histoire de l'Afrique, c'est afin que nous soyons tous leaders, que nous nous approprions notre culture et que nous soyons tous responsables de notre avenir commun. Safia lève le voile aujourd'hui sur les coulisses de Grandeur Noire, son implication et l'organisation que demande la mise en place de contenu du blog aux vidéos YouTube de Grandeur Noire et la diffusion sur Instagram. Femme pluripassionnée, à travers ses documentaires ou en tant que comédienne, Safia partage des messages de conscientisation. Surtout, ne vous laissez pas aveugler par le glamour des réseaux sociaux. Véritable autodidacte, Safia a à cœur d'offrir à travers Grandeur Noire un travail méticuleux de collecte des connaissances. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Safia partage avec nous sa définition du succès et ses inspirations, les valeurs qui la guident, ses conseils lorsqu'il s'agit de sa vie privée et réseaux sociaux, sa vision sur le leadership et de la féminité, et bien plus encore. Bonjour Safia. Bonjour. Et bienvenue sur Succès Made in Femme. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très, très honorée. Nous sommes ravis de te recevoir ici. Alors, tu es la fondatrice de Grandeur Noire. Tu es comédienne, conférencière, chroniqueuse panafricaine. Et là, tu es dans les starting blocks. Produire des documentaires sur l'Afrique comme on ne nous en parle pas. Mais comment est née ta passion pour l'histoire de l'Afrique? Parce que j'ai eu des personnes autour de moi qui étaient de très bons conteurs. Et du coup, je n'ai pas associé le fait de raconter l'Afrique comme les cours d'histoire qu'on a en classe qui m'ont pas intéressée pour le coup, parce que ça ne me concernait pas. Là, j'ai vraiment vécu les récits africains que j'ai reçus dans ma famille comme une série télévisée qu'on regarde et qui est captivante. Donc du coup, quand on regarde une série, après on s'intéresse aux acteurs, on va un peu voir qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre comme film. C'est un peu comme ça que ça a commencé, avec des récits captivants qui m'ont poussé à vouloir en savoir plus, à me renseigner un peu plus, à fouiller, à creuser et à découvrir des histoires encore plus captivantes. Et puis ça a été un tourbillon duquel je ne suis jamais ressortie. Alors tu viens de parler des conteurs, de personnes qui t'ont influencé. Est-ce qu'il y a une rencontre qui a été déterminante dans ton approche de l'histoire? Oui, alors il y en a deux. La première rencontre, c'est ma mère, parce que c'est d'abord par elle que j'ai connu l'Afrique, virtuellement dans un premier temps, puisque j'ai grandi en Guyane avec elle. Mais elle a connu l'Afrique, beaucoup, beaucoup. Elle a beaucoup voyagé là-bas, elle est née là-bas. Et du coup, que ce soit à travers ses paroles, à travers les photos, à travers des livres, elle m'a vraiment véhiculé sa passion pour l'Afrique. Et étant petite, je devais avoir 8 ou 10 ans maximum. Je me rappelle être dans sa voiture, elle écoutait une chaîne de radio et il y avait une intervention du professeur Cheikh Anta Diop
Mmh. Et c'est une intervention qui m'a beaucoup marquée parce que j'ai entendu des choses que je n'avais jamais entendues et qui étaient à l'encontre de tout ce qu'on me disait à l'école. Et je ne me souviens plus quoi, mais je sais que ça m'avait marquée. Mmh. Donc, étant plus grande, aux alentours de 20 ans, quand je suis tombée sur un livre avec son nom, je l'ai acheté. Et puis, ça a été vraiment comme Obélix qui tombe dans le chaudron. Et Mmh. puis, voilà, c'est définitif en fait. Une fois qu'on est tombé dans le chaudron, on a la potion avec nous tout le temps. Et c'est ça. J'ai lu le livre de Cheikh Anta Diop. Et puis, ça a Ça a été été le jusqu'à déclic. aujourd'hui. Voilà. Mmh. Alors tu mentionnes souvent, Viviane Émigré comme étant une de tes inspirations pour, la comédie. Est-ce que en plus de ta mère, il y a eu une femme qui t'a inspirée pour approfondir tes connaissances en histoire? Il y a eu Laurie Neal, la chanteuse. C'est d'ailleurs par rapport à elle que j'ai commencé mes locks. Oui ou Laurie Neal avait véhiculé des messages très, très, très engagés et très conscients à une époque quand même tôt, hein, dans les années 90. mmh. Donc, elle m'a marquée. Elle m'a poussée à aller chercher certaines choses. Il y a eu Nina Simone, qui est également Mmh. une chanteuse de soul et qui avait beaucoup de messages engagés. Au niveau des Guyanaises, il y a eu Christiane Taubira qui a écrit beaucoup de livres, qui Mmh. m'a fait connaître le Code noir, par exemple. Ah oui, Donc, il y a eu une constellation de femmes. Maryse Condé, j'ai oui, lu Moi, Tituba sorcière, j'étais très, très jeune. Et donc, magnifique j'ai été livre. familiarisée à travers son roman à Mmh. la spiritualité africaine, que je ne connaissais D'accord. pas, au Mmh. fait qu'il fallait s'adresser à nos ancêtres, que nos ancêtres veillaient sur nous. Voilà. Et il y a toute une constellation de femmes qui m'ont permis de me construire et de croire en mon audace, de croire que j'étais capable de réaliser des choses. Mmh. Alors nous avons vu, ton évolution, du blog, de Grandeur Noire aux vidéos YouTube. Aujourd'hui, on parle d'un documentaire. Quel a été le plus grand challenge auquel tu as dû faire face? Quelle est la plus grande leçon que tu peux retenir aujourd'hui, au cours de cette évolution? La plus grande leçon, c'est qu'il faut commencer. Même si on commence petit, même si on commence sans rien, même si personne ne croit en nous, même si ça a l'air fou, même si ça ne paraît pas être un domaine qu'on maîtrise parce qu'on n'a pas été formé pour, il Mmh. faut se lancer. Ça, c'est vraiment la leçon que je retiens, c'est se lancer. Mmh. Parce que pour prendre le dernier exemple, c'est celui des vidéos. Le dernier challenge que j'ai relevé, c'est celui des vidéos YouTube avec la chaîne Grandeur Noire. Je ne connais rien, je n'ai aucune compétence. Rien que le fait de me dire il faut un éclairage, il faut de quoi filmer et il faut pouvoir monter les vidéos, c'était une barrière, ça a été une barrière depuis longtemps. Il a fallu que je force les choses pour le faire et voir que finalement, ben, c'est faisable. J'ai réussi à apprendre à faire des montages et aujourd'hui, je les fais moi-même. Mais si Mmh. j'avais pas commencé, eh bien, je n'aurais pas appris, je me serais pas rendu compte que finalement, c'est faisable. Donc, il Mmh. faut vraiment se lancer, apprendre à faire les choses soi-même, démarrer petit, évoluer, progresser. Et on se rend compte qu'on arrive à faire les choses et qu'on impacte les gens, qu'on inspire les gens à faire eux aussi. Alors tu as découvert, tes compétences, je dirais, physiques, mais qu'est-ce que ça a révélé chez toi que tu ne soupçonnais pas, intérieurement? Je ne soupçonnais pas le fait de pouvoir avoir une telle responsabilité que celle de changer la vie des gens, véritablement. C'est-à-dire que du côté comédie, on se rend pas, enfin moi je ne me rendais pas compte, mais il y a un véritable impact de certains de mes messages Mmh dans la mh. vie des gens qui prennent conscience de certaines choses de la société, de la réalité. Mais au niveau grandeur noire, c'est encore plus fort parce que les messages sont explicites. Il n'y a pas de Mmh. second degré. Et du coup, je discutais avec une amie aujourd'hui, enfin quelqu'un qui est devenu une amie et qui était d'abord une abonnée et qui me disait que ce qu'elle apprend par rapport à Grandeur Noire, elle le transmet à sa propre mère qui a un certain âge et qui a grandi avec une façon de voir les choses, d'appréhender les choses et qui est en pleine transformation dans sa mentalité et qui Mmh. commence à lire des livres, qui a acheté par exemple un livre sur Taubira et qui commence à voir certains films et à être éveillée à une autre réalité qu'elle ne connaissait pas. Et en fait, ce rayonnement-là que j'ai à travers Grandeur Noire, les articles, les vidéos, je ne pensais pas pouvoir un jour rayonner avec de tels messages et impacter la vie des gens, ça c'est clair. Alors, tu nous as mentionné au début,
l'importance de ta mère dans ton cheminement, vis-à-vis de l'histoire et quelles sont pour toi les valeurs, que tes parents t'ont transmis et qui te permettent aujourd'hui d'arriver à de tels accomplissements? L'humilité, ça c'est la Mmh. première valeur qu'on m'a toujours appris et même qu'on m'a rappelé bien des fois, Mmh. c'est l'humilité. Ça, c'est la base de tout parce que déjà le fait d'être humble fait qu'on arrive à se tourner vers l'autre et à faire des choses pour l'autre sans rien attendre en retour. Voilà, le fait de donner, de partager aussi, le partage, ça c'est clair. Parce que c'était pas évident. Moi, en plus, je suis quelqu'un de très vorace, donc ne serait-ce que sur la nourriture, j'avais pas le réflexe de partager. Mais ça commence comme ça, en fait. Ça Mmh. commence par les choses qu'on aime le plus et avec lesquelles on a du mal à partager. Et puis, si on arrive à partager ça, bon, on peut partager tout le reste. Donc, mes parents m'ont appris l'humilité, à être attentif aux autres, à partager et puis et à rester dans la lumière, en fait. Dans la lumière, à ne pas se laisser détourner de la lumière par des considérations matérielles et superflues. Alors tu fais souvent, référence, tu l'as fait au moins une fois dans tes, vidéos du livre, Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire de Sylvia Cerbin, d'ailleurs que j'ai acheté et je t'en remercie pour ça puisque c'était Ah bah heu, super! une autre facette, des femmes, de notre communauté. Est-ce qu'il y a, selon toi, des aspects de la femme et de la féminité qui ne sont pas suffisamment mis en lumière dans les médias, les réseaux sociaux? Tout à fait, et c'est pour ça que je suis en train de préparer un livre, donc il est terminé. Mmh. J'ai terminé de l'écrire, là il va passer, à la phase de l'impression. Waouh, J'ai félicitations! commencé, merci. Mon premier livre, j'ai justement voulu aborder les femmes, la femme, pluriel, et notamment des aspects qu'on ne médiatise pas, c'est-à-dire la femme militaire qui peut être chef d'armée tout en Mmh. gardant sa féminité, tout en gardant son rôle de mère, tout en gardant ses attributs féminins. Donc la femme peut être militaire, peut être scientifique, peut être politicienne, peut être chef d'État. Et on ne mentionne pas suffisamment, on ne met pas suffisamment en valeur ces rôles-là que la femme peut Mmh. tenir brillamment. Souvent, on va mettre en avant la femme qui est Miss Monde ou qui est Miss d'un pays. On va la valoriser pour sa beauté. On va la valoriser parce qu'elle prend soin des autres et qu'elle peut être une excellente infirmière ou qu'elle peut s'occuper des enfants en étant enseignante. Mais la femme peut tout faire. Elle peut tout Mmh. faire. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de compétition à avoir avec l'homme, à vouloir prendre la place de l'homme. J'estime que Voilà, c'est une complémentarité et que exact. chacun apporte euh, un rôle différent, une fonction Mmh. différente pour la même chose, pour le même objectif. C'est une équipe en fait. Il y en a Mmh. un, comme dans une équipe de foot, qui va jouer en attaquant, l'autre qui sera en défensif, un qui sera sur l'aile, l'autre vers l'intérieur. Mais en tous les cas, on fait partie de la même équipe et on travaille vers le même but. Alors dans tes sketchs, tu fais souvent, tu représentes souvent le personnage de Myrtha, Ah, notre chère Myrtha. Quelle est la place de Myrtha pour toi? Quel est le message que Myrtha, véhicule, auprès de ton audience? alors, Myrtha, c'est moi plus jeune. Parce que vraiment, je viens, mais c'est vrai, c'est vraiment moi en fait. Les gens ne se rendent pas compte, ils me disent oh, ça a l'air naturel quand tu joues. Ben, en fait, c'est parce que je joue pas tellement. C'est le naturel qui reprend le dessus en fait. Il faut savoir que j'ai dû faire un énorme travail sur moi-même Mmh. pour éviter une certaine façon de parler, certains propos, pour redresser un peu ma façon de m'habiller, pour être acceptée, intégrée dans des milieux dits intellectuels, dans des milieux Mmh. aseptisés, et pour pouvoir élargir mon message. Parce que si j'étais venue avec tous les attributs de Myrtha, on ne m'aurait pas pris au sérieux et on n'aurait pas tendu l'oreille à ce que je raconte. Donc il a Mmh. fallu que j'adapte mon apparence, ma façon de parler au contenu de mon message. Ce qui a Mmh. donné le personnage Grandeur Noire. Donc le personnage, par contre, des vidéos Grandeur Noire, c'est un personnage. Je suis D'accord. plus proche de Myrtha en tant que Mmh. personnalité Ouais. que de la présentatrice de la chaîne YouTube. Et la chaîne Mmh. YouTube, il a fallu que j'ai une certaine façon de m'habiller, de m'exprimer pour que le message, pour que les gens, en fait, ne soient pas déstabilisés. Voilà. D'accord. Donc, Myrtha, c'est moi. J'ai grandi dans une cité HLM plutôt malfamée. J'ai fréquenté des écoles vraiment difficiles et j'ai fréquenté des milieux
qu'on va appeler des ghettos. Aujourd'hui, on appelle ça des ghettos. Donc, c'est dans ça que j'ai évolué. Et du coup, Myrtha, c'est de montrer que les personnes qui se comportent comme ça, qui parlent comme ça, qui s'habillent comme ça, ont une valeur, ont une représentation de la vie et ont une richesse, tout simplement, et ont des vérités aussi à dire. Voilà. Donc, Myrtha fait partie de moi et ça n'enlève rien à ma valeur. Tu viens de dire que tu as dû adapter ton comportement pour être dans les milieux entre guillemets intellectuels, pour adapter ton langage, pour avoir une audience plus large. Tu as aussi des prises de position tranchées sur les réseaux sociaux où tu dis vraiment ton positionnement. Est-ce qu'être femme a toujours été un avantage ou à un certain moment, tu t'es sentie un petit peu obligée de gommer ta féminité ou de gommer ta féminité Oui, pour atteindre tes objectifs? alors pas pour atteindre mes objectifs, c'est-à-dire que c'est l'inverse. J'ai démarré dans la vie en abandonnant et en voulant même camoufler ma féminité parce que j'estimais que ça m'apportait beaucoup de problèmes, notamment de la part de la gente masculine, qui pouvait être très agressive pour exprimer son intérêt amoureux ou autre, qui pouvait être très... Enfin, j'avais du mal, quoi. J'avais du mal. Du coup, étant adolescente, je me suis beaucoup habillée très large, avec des baggies, des t-shirts, etc., pour gommer justement cette féminité et parfois même être prise pour un garçon parce que c'était une façon de me protéger. Parce que, étant plus jeune, pour moi, la femme était vulnérable. Elle était l'objet de l'homme. Voilà, j'ai grandi vraiment avec cette image-là, notamment dans les clips et autres, où la femme gravitait autour de l'homme, mais la femme n'avait pas un rôle véritablement à elle. Et je me sentais agressée par les garçons dans leur approche. Et du coup, je me suis dit, bon, pour ne pas être dans la position de victime, je vais faire partie d'eux. Et donc, en étant ce qu'on appelle garçon manqué, j'ai pu les approcher d'une autre manière en étant leur pote et non en étant la fille que l'on désire. Donc ça, j'ai commencé comme ça dans ma vie. Et ensuite, en grandissant, j'ai retrouvé le fait d'assumer voilà, j'ai retrouvé mon estime et ma confiance. Et puis, je suis devenue plus féminine. Et aujourd'hui, justement, que je connais ma valeur, que j'ai confiance dans la puissance que j'ai, eh bien, ça ne me pose aucun problème d'être une femme parce que je connais mes atouts et je sais que je peux ouvrir toutes les portes, je peux surmonter tous les obstacles en restant femme. Aujourd'hui, un leader est défini comme étant une personne qui cherche des solutions, prend des risques, crée sa propre réalité et solution à un problème commun. En fondant Grandeur Noire, ce sont ces qualités, ces critères que tu incarnes avec un mouvement de conscientisation. Est-ce que tu te retrouves dans cette définition du leadership? Non, parce que déjà, je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que notre société, nos sociétés, souvent choisissent un chef ou un meneur, un révolutionnaire qui va être le bouclier, le rempart qu'on envoie au front et qui souvent se fait dégommer et puis ensuite ceux derrière sont perdus et lâchent prise. J'estime que nous sommes tous des généraux, tous des meneurs, nous avons tous ce potentiel. Chacun fait le choix. Pour moi, il y a un choix qui est dichotomien, c'est soit on part au combat, soit on est lâche. C'est tout. Il n'y a pas... on est dans une position tellement extrême aujourd'hui que c'est soit on prend position et on se bat pour nos enfants, nos arrière-petits-enfants, soit on ne prend pas position, on accepte de subir les choses et on accepte que nos enfants soient des esclaves plus tard. Mais si on souhaite sortir nos enfants, même si c'est pas nous-mêmes, mais si on souhaite sortir nos enfants de la servitude du système actuel, il faut prendre position, il faut monter au créneau, il faut commencer à agir. Alors agir ne veut pas dire aller prendre une arme, tirer sur quelqu'un, prendre une épée, monter sur un cheval et aller à la guerre. Ça veut dire je boycotte à mon échelle, avec mes moyens, même si ça a l'air infime. Si on est des milliers ou des millions à boycotter quelque chose d'infime, ça donnera un impact majeur. Donc c'est ça, prendre position. Ça veut dire, je sais qu'il y a telle technologie qui exploite des gens à l'autre bout de la Terre pour que j'ai ça chez moi, je ne vais pas en acheter tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Pour parler des portables, par exemple, je ne vais pas changer de portable à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui arrive parce que je sais que
la façon dont c'est obtenu, c'est en exploitant et voire même en tuant des vies humaines ou des vies Mhm. animales. Donc, je devais Exact. faire attention à mon usage. Mhm. Pareil pour ce qu'on mange. Mhm. Faire attention d'où proviennent les aliments, etc. Ça, c'est agir à une échelle moindre, mais c'est prendre position, c'est agir, c'est mener aussi, parce que c'est un exemple qu'on va donner à nos enfants. Donc, on va mener nos enfants vers un modèle. On va Mhm. mener peut-être nos voisins ou notre collègue, ou voilà, on va donner l'exemple. Je choisis d'utiliser, par exemple, mon vélo 3 fois par semaine si j'en ai l'occasion, d'aller en vélo au travail. Eh bien, peut-être que ça va rayonner sur un collègue à qui ça va donner l'idée d'utiliser son vélo qui est chez lui, qui est en train de rouiller. Mhm. Et ainsi de suite, ça fait l'effet boule de charbon. Et puis, petit à petit, les choses se mettent en place et il y a un vrai changement palpable qui intervient. Mais si Mhm. chacun se résigne et n'agit pas et attend que quelqu'un agisse à sa place, que quelqu'un prenne des décisions, que quelqu'un prenne des initiatives, eh bien, si ce quelqu'un n'arrive pas, on attend 30, 40 ans, on perd du temps, alors que là, on est dans une situation d'urgence. C'est ce message-là que tu veux transmettre avec ton parcours de militer et d'agir pour soi? Mais carrément, et je ne Mhm. cesse de le répéter sur Grandeur Noire tous les jours, commencez par vous-même, en fait. Et au cours de ton parcours, avec le recul, de quoi es-tu la plus fière? Ouh là là, de la plus fière. Je pense que je serai la plus fière quand j'aurai édité mon livre parce que c'est un rêve depuis petite. Je voulais devenir écrivain à la base. Mhm. Et bon, avec les pressions qu'on connaît, sociales, familiales, il fallait un vrai travail. Écrivain, c'est pas un travail, n'est-ce pas? Donc, on m'a orientée vers les sciences parce que malheureusement pour moi, j'avais de bonnes notes. Donc, on m'a Mhm. orientée vers les sciences. Et on m'a éloignée de la littérature. Je n'y Mhm. reviens que maintenant, donc avec ce premier livre. Mais c'est vrai qu'avoir un livre entre les mains avec des pages, un livre que j'ai écrit, waouh, ce sera vraiment pour moi un accomplissement énorme. Mhm. Et une autre fierté que j'ai, c'est d'avoir fait la première partie de Bien émigré. Je me souviens le jour où tu en as parlé. Oh là là, c'est mon idole. Ah non, c'est mon idole. Il y en a, leur idole est aux États-Unis, je sais pas où dans le monde. Moi, mon idole, c'est Viviane Immigré. Elle sait même pas comment je l'admire. Elle se rend pas compte. À chaque fois que je la croise seulement, elle me voit même pas. J'ai l'impression de faire une syncope. J'en peux plus. D'avoir partagé les mêmes planches qu'elle, même si Mhm. c'est dans une moindre mesure, franchement, ça, c'est un accomplissement. Waouh! Mhm. Ça m'a marqué à vie. Et Mhm. justement, ça m'a montré que tout est possible. Parce que cette Mhm. dame-là, depuis le temps que je la regarde avec des yeux, mais elle est immense, elle est dans les cieux, alors que moi, je suis dans le troisième sous-sol. Et ben, déjà qu'elle sache que j'existe et que j'ai eu l'occasion de la rencontrer dans le même milieu qu'elle, qui est l'humour, oh mon Dieu, mais Mhm. c'est un accomplissement ultime pour moi. Et avec tout ça, est-ce que tu te considères comme une femme qui a du succès? Alors, j'ai pas la même définition du succès que les autres. Moi, mon Mhm. succès, il est tous les jours. Quand je vais me coucher et que j'ai impacté quelqu'un positivement, peu importe la méthode utilisée, si cette personne a ressenti quelque chose de positif, un enthousiasme, elle a été remotivée pour remettre le pied à l'étrier, ou bien elle est boostée pour se lancer enfin dans un milieu professionnel, dans un projet, ou bien comment dirais-je, elle a pris conscience de quelque chose et elle va aller lire ou aller découvrir, approfondir. Ben, ça y est, pour moi, j'ai réussi ma journée et je n'ai pas. Le succès, c'est pas être visible, que tout le monde connaisse mon nom ou avoir de l'argent ou que des gens m'admirent. C'est pas ça le succès. Le Mhm. succès, c'est qu'est-ce que je laisse derrière moi si je ne me réveille pas demain matin, qu'est-ce que j'aurais laissé comme héritage. Ben, en fait, ta définition correspond à la définition du dictionnaire, puisque le dictionnaire détermine le succès comme étant le résultat heureux dans un travail, une épreuve, un projet. Donc, les efforts sont couronnés de succès. Voilà la vraie définition du succès. Ah ben, tant mieux alors. Alors, comme tu l'as confirmé, voilà, tu t'investis beaucoup dans la réalisation de tes vidéos YouTube. Mais soyons franches, on pourrait penser qu'il s'agit de glamour, de belles poses, et on a tendance à croire qu'il s'agit de contenu sur les réseaux c'est très facile et très rapide à faire. Est-ce que tu peux partager avec nous un peu des coulisses de Safia? Combien de temps te demande la réalisation d'un épisode diffusé sur YouTube?
du choix, en fait, du sujet, les recherches, le tournage, la diffusion? En moyenne, combien de temps ça te demande? Alors, c'est plusieurs mois, hein. C'est-à-dire Mmh. que pour parler des coulisses, je vais vraiment décortiquer. Il y a Mmh. la phase recherche qui demande plusieurs mois. Mmh. Et j'ai pris pour habitude de lire à partir de plusieurs sources et de recroiser les différents éléments pour ne garder que les éléments que je retrouve partout. Les éléments que je retrouve dans une seule source, j'ai tendance à ne pas en parler parce que ce n'est pas vérifiable en fait. S'il y C'est a pas une seule concordant. personne qui le dit, un seul chercheur, ouais, exactement. Il faut qu'il y ait plusieurs chercheurs, plusieurs scientifiques qui soient arrivés au même résultat pour que pour moi, ce résultat vaille la peine d'être mentionné. Donc Mmh. déjà, il y a le fait de lire de lire beaucoup, de consulter beaucoup de documentaires aussi, et ça, c'est plusieurs mois de recherche. Ensuite, il y a le fait de synthétiser, parce que tout ça, ce sont des heures et des heures et des heures d'informations que je condense en 20 minutes, maximum 30 minutes d'épisode. C'est Ensuite, il y a une phase qui est très longue, les gens ne se doutent pas, mais l'illustration. Pour un épisode, il y a des dizaines et des dizaines d'images. Ça demande des heures et Tu des fais heures de toi-même les recherche illustrations? d'image. Ah oui, je fais Waouh! exactement ce que je veux, je fais exactement. Alors je fais, c'est-à-dire que je vais Oui, chercher les illustrations. Je ouais. tape des mots-clés et Mmh. tant que je n'ai pas trouvé l'image exacte de ce que je La veux, ben, je vais la chercher des heures et représentation. des heures et des heures. Ouais. J'ai déjà Mmh. passé des nuits blanches à chercher, frustrée parce que je ne trouve pas. Ne serait-ce que pour l'épisode pardon, sur la préhistoire, Mmh. pour trouver un homme préhistorique noir, ça a été très long. Pour Ouais. trouver une image d'outil avec des mains noires, ça a été extrêmement long. Il y en a une seule que j'ai trouvée sur Internet, il y en a une seule et j'ai parcouru des pages Google, mais d'habitude, on reste sur la première page de Google. Moi, je vais jusqu'à la page 100, 200, etc. Donc, Et c'est heureusement qu'il y a extrêmement Google. long. Et heureusement qu'il y a Google, effectivement, parce que je me sers aussi l'image qu'il y a dans mes livres. Il y a des images qui sont dans mes livres qui n'existent pas sur Google, Mmh. mais ça demande des heures d'aller chercher dans les livres, de trouver le bon livre, la bonne. Enfin, ce sont des heures déjà pour les recherches, pour la synthétisation, pour la recherche d'images, c'est des heures. Ensuite, il faut tourner l'épisode, donc il faut Mmh. choisir qu'est-ce que je vais dire. Une fois que je l'ai tourné, il faut faire le montage et assembler. Le montage, c'est plusieurs jours. C'est entre 3 et 4 jours pour les épisodes les plus courts. Ce sont Waouh! vraiment des heures et des heures. Parce qu'il faut choisir. Quand je tourne l'épisode, je tourne, admettons, 2 heures, parce que ma langue fourche, il faut recommencer. Ou que j'ai dit ça, mais j'ai oublié un élément. Ou bien finalement, je change de terme, je préfère ce terme-là. Donc Mmh. voilà. Donc du coup, parce que je n'écris pas mes épisodes à l'avance, en fait. Je parle de façon Mmh. assez spontanée. Mmh. Et ça me fait reprendre pas mal de fois. Et donc, ces 2 heures-là, il va falloir les revoir, les découper, sélectionner les bonnes parties, les assembler. Tout ça, ce sont plusieurs heures de montage. Derrière, il faut mettre des effets, donc la musique, Mmh. les images, les redimensionner. Et ça, tu as C'est appris par vraiment... toi-même? Oui, 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 ouais. Alors, j'ai une amie qui m'a donné un coup de main. Elle est venue une après-midi, elle m'a montré les rudiments. Mmh. Mais ça ne suffisait pas, donc j'ai dû passer des heures aussi à fouiller moi-même. Elle m'a montré vraiment je vais dire les bases pour pouvoir Ouais. vraiment découper, pour apprendre à couper une vidéo à tel endroit, voilà. Mais après, j'ai dû fouiller pour trouver des effets, pour mettre Mmh. une image en noir et blanc, par exemple, c'est pour redimensionner une image, pour rogner, pour voilà, tout ça, Mmh. ça demande des heures et des heures de fouille, de recherche, et ensuite c'est un élément par un élément. Donc quand les gens voient l'épisode abouti, ils voient qu'il y a des images qui s'enchaînent, mais ces images, elles ont été découpées une par une. Parfois, elles étaient en couleur, elles apparaissent en noir et blanc c'est un travail, ou l'inverse. Des fois, la photo est floue, il faut retravailler la netteté. Waouh, c'est Donc en fait, tu as énorme créé et les ça studios demande. Safia. Mais en tout cas, je constate que notre génération, on a la chance d'avoir YouTube qui Mmh. offre des tutos et on peut tous être autodidactes. Il ne faut pas se Mmh. freiner en disant moi, j'y connais rien, moi, j'aime pas faire ça, moi, c'est pas mon truc. Parce qu'en fait, quand on s'y oblige, c'est-à-dire qu'on a été à l'école pendant 18 ans, de l'âge de 3 ans à peu près Mmh. au bac, oui, 18 ans. Ouais. Mmh. Donc pendant 15 ans, pardon, on a été à l'école et souvent, on nous a obligés à apprendre des choses qui ne nous intéressaient pas ou pour lesquelles on n'avait pas du tout d'affinité. Et on s'est obligé, on les a appris
Moi, j'ai appris la bataille de Verdun. J'ai jamais été à Verdun. C'est pas mes ancêtres. Voilà, jusqu'à présent, Vercingétorix. je me rappelle de la bataille de Verdun. Donc, si j'ai pu apprendre ça, je me dis, je peux tout apprendre. Encore plus des Mhm, choses qui me servent et qui servent quelque chose qui m'intéresse. mhm. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est un temps énormissime, que les gens ne se rendent pas compte des heures, des mois de travail qu'il y a derrière un simple épisode. Et ne serait-ce que donner 2 épisodes par mois, c'est un rythme infernal. Ça veut dire que je ne Mhm. m'arrête jamais. Tous les jours, je suis dans du montage. Tous les jours, je suis dans du tournage. Tous les jours, je suis dans des recherches. Sans compter qu'en parallèle, j'écris des articles quasiment tous les jours, soit sur Instagram, soit sur le site. Donc, c'est un travail Exactement. énorme et les gens ne comprennent pas que parfois je prends la mouche assez rapidement devant certains commentaires que je trouve hyper ingrat et hyper, enfin, c'est même pas de l'ingratitude parce que je n'attends rien, mais c'est un manque de respect, en fait, un manque de considération parce que tout ça, je le donne gratuitement. Mhm. Et si on n'est pas d'accord, ben, on s'en va, mais on n'essaye pas de nuire à tout ce Exactement. travail-là. Mm. Alors, justement, quand tu parles de tout l'investissement, tout le temps que tu y consacres, je pense que ça te demande une certaine organisation à mettre en place entre le boulot, la vie de famille et ta vie de femme. Comment fais-tu pour préserver ton bien-être? Ben, c'est ça, c'est le mot discipline. Le mot Mmh. discipline, ça veut dire que je suis obligée d'avoir un calendrier de sportifs de haut niveau. Quand ils se préparent pour une compétition, ils savent qu'ils mangent à telle heure, c'est très très rythmé. Ils vont entraînement de telle heure à telle heure, c'est très chronométré. Et ben c'est pareil. Ma vie, c'est ça en fait du lundi au lundi. Il y a pas, déjà j'ai pas de week-end, donc Mmh. les week-ends j'ai toujours quelque chose. Je dois sortir pour un événement parce que je suis marraine de ceci. Je dois faire une interview de cela. Je dois aller filmer pour un épisode, prendre des images ou tout simplement faire une recherche ou rédiger. Ou voilà. Il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de vacances. Donc ça, c'est très difficile pour la vie de famille. Euh, et, et puis c'est un investissement matériel aussi, parce que ce sont Mmh. des déplacements des fois. Mmh. Je suis déjà partie à Trinidad, en Jamaïque, au Brésil, aux États-Unis et dans plein d'endroits, juste pour mes recherches, pour Mmh. appuyer mes recherches des investigations sur le terrain. Ouais. Donc tout ça, ce sont des investissements. En fait, j'ai surtout une question. Est-ce pour la nouvelle génération dit souvent: «Oui, mais j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça». Pour les auditrices de Succès Made in Femme, est-ce que tu as un conseil à donner en matière de gestion du temps quand on voit tout ce que tu arrives à gérer? Comment toi tu y es arrivée en fait? Même si, on pense que La ce n'est pas volonté. parfait tous les jours, mais, La est-ce que volonté. tu as une astuce? L'astuce, c'est la volonté. Il y a des Mmh. personnes qui ont une volonté très forte, une volonté inébranlable, et il y a des personnes qui ont une volonté trop faible pour se donner les moyens. Il y en a qui Mmh. se donnent des excuses, il y en a qui se donnent les moyens. Point barre. Il n'y a pas de. Et sur ça, on pourra donner tous les conseils qu'on veut aux gens, toutes les astuces, toutes les solutions clés en main. Si la personne n'a pas la volonté, elle n'ira pas au bout. Elle va Mmh. commencer, je vais prendre un exemple bête, mais la personne veut des fesses plus rebondies, elle va commencer les squats 30 jours et le 31e jour, elle en aura marre, elle va arrêter. Elle n'ira pas au Mmh. bout. Et elle n'aura pas le temps de voir les résultats qu'elle aura déjà arrêtés. Et c'est ce qui se passe en fait, c'est qu'on peut donner toutes les solutions à la personne. Elle peut avoir un coach sportif qui vient tous les jours. Si la personne n'a pas la volonté, elle va abandonner, même si elle a tous les moyens. Et il y a des gens qui n'ont pas de moyens, mais qui mettent des moyens en place et qui vont au bout. Donc ça, c'est une question de personnalité. Je dirais, il n'y a pas d'astuce pour ça. Mmh. Après, ce que je peux dire aux femmes qui justement ont cette volonté et qui se donnent les moyens, c'est de ne pas lâcher et d'être disciplinées en fait. Mmh. Si ce sont des personnes qui ont du mal à s'organiser, il faut qu'elles écrivent, qu'elles se fassent un petit calendrier, qu'elles mettent sur le frigo ou dans un passage qu'elles voient souvent, près du miroir de la salle de bain, j'en sais rien, sur leur Mmh. téléphone portable, dans le bloc-notes, et elles se mettent un planning et qu'elles essaient de respecter au maximum. Alors, faut pas se culpabiliser si on ne Si on rate un respecte pas la jour, virgule près. voilà. Parce que par exemple, moi, j'aurais dû sortir mon livre en septembre, on est en novembre. J'ai eu Mmh. des aléas, je ne me formalise pas. Je me dis Mmh. que c'est déjà bien en fait d'avoir déjà terminé le livre. Et pour ce qui est de l'impression, même s'il y a quelques semaines de décalage, c'est pas grave, le livre sortira quoi qu'il arrive. Même s'il sort en 2020, il sortira. Donc, il ne faut pas se formaliser et se décourager parce que on s'est donné une deadline qu'on n'a pas pu respecter. Non. Mais par contre, il faut déjà impulser l'action, donc commencer, démarrer. Et Mmh. ensuite, il faut continuer.
même si on n'est pas aussi régulière qu'on le voudrait, mais il ne faut pas lâcher. L'important, c'est d'avancer, pas de faire du surplace. Exactement. Moi, je ne savais pas il y a 3 ans, j'ai démarré en juillet 2016 la page Instagram. Donc déjà, je ne savais pas que j'aurais eu autant d'abonnés qu'aujourd'hui. Même pas le quart, je pensais pas du tout. Je pensais même pas atteindre 1000 abonnés en fait. Je pensais que c'était Mhm. un sujet qui n'intéressait personne, l'histoire de l'Afrique, l'histoire des Noirs. Voilà, j'ai toujours été isolée dans mon petit monde avec mes petites lectures. Je n'en parlais même pas autour de moi. Donc, c'est déjà une première surprise d'intéresser suffisamment de personnes. Et ensuite, je ne pensais pas faire un site. Mhm. Pourtant, il y a aujourd'hui un site qui est très consulté en plus. Je ne Mhm. pensais pas avoir une chaîne YouTube et faire des épisodes. Donc, tout Et ça arrive on au est fur et à déjà à la mesure. phase des documentaires. Voilà. Et si je n'avais pas commencé il y a 3 ans, mais j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, il faut bien commencer. Alors, tu es une personnalité, on dira publique, pour autant, tu es une femme discrète. Comment arrives-tu à préserver ton intimité entre vie publique et vie personnelle? Mais là, par contre, je donne une astuce clé en main. Mmh. Je ne publie pas ma vie privée sur les réseaux sociaux. C'est la première des Quelle choses. astuce! Déjà. Clé en main, voilà. Je ne publie pas mon couple, voilà, mais je passe pas mon temps à faire des super déclarations enflammées sur ta page et à venir publier nos photos de vacances en amoureux. Voilà. Donc déjà ça, il n'y a pas. Je ne Mmh. publie pas les membres de ma famille ou très rarement. Je pense que les gens ont bien repéré qui est ma sœur. J'ai quand même communiqué sur qui est ma sœur. Mais par exemple, les gens ne peuvent pas dire à quoi ressemblent mes parents, à quoi Mmh. ressemble ma meilleure amie. Et voilà, ça c'est vraiment ma sphère privée. Je communique pas non plus sur certains aspects qui sont intimes, qui sont même pas forcément intimes, mais personnels. Je ne Ouais. communique pas. Par exemple, quelque chose de simple, mon nom de famille, c'est pas tout le monde qui le connaît. Ça, c'est à Mmh. moi. Mmh. Ma date de naissance, c'est à moi. Enfin Mmh. voilà, il y a des choses qui sont à moi sur lesquelles je ne communique pas. Et ce n'est pas parce qu'on communique souvent, et ce n'est pas parce que les gens nous croient nous voir un peu partout sur le net que on donne sa vie en pâture et que on donne tout de soi. Non. Mmh. Donc oui, je communique souvent, je mets des vidéos, des photos, etc. Par contre, je maîtrise, en tout cas, j'essaye de maîtriser ce sur quoi je communique et de préserver au maximum ce qui m'appartient, ce qui fait partie de ma vie privée. Mmh. Donc ça, je recommande vraiment aux femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou qui se lancent dans des carrières artistiques de préserver leur intimité. D'abord parce que un jour, le jour où le vent tourne, on peut se servir de ce qu'elles ont présenté de personnel contre elles et là, ça fait mal parce que c'est personnel. Mmh. Et d'autre part, pour préserver aussi leur entourage, tout simplement. Ben, nous arrivons déjà vers la fin de notre entretien. Je t'invite maintenant à une escapade avec des questions brûlantes. Il s'agit pour toi de nous dire ce qui te vient en premier à l'esprit. Alors, quel conseil donnerais-tu à la jeune femme que tu étais quand tu avais 18 ans? Ne lâche jamais. Deuxième question. Quand tu entends le mot succès, quelle femme te vient à l'esprit et pourquoi? Ma maman, parce Mhm. qu'elle a réussi à faire avec moi, par rapport à ce qu'elle a fait avec moi et ma sœur. Simplement ça, ma maman, c'est mon exemple ultime de succès. Mhm. Sachant ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a traversé, tout ce qu'elle a enduré, toutes les difficultés qu'elle a surmontées seule, ouais, c'est vraiment ma référence du succès. Quel est le livre que tu as le plus offert? Le Petit Prince de Saint-Exupéry. J'adore, j'adore. Dans l'élaboration, de Grandeur Noire, quelles ressources, t'a le plus aidé et que tu souhaites partager avec les auditrices de Succès Made in Femme? Instagram, je dirais, c'est Instagram qui Mmh. m'a le plus aidé à me développer puisque ça m'a donné une visibilité. C'est quand même un outil très pratique et surtout très utilisé. Et puis avec les options qu'ils ont ajoutées de story, ben, les gens repartagent beaucoup et ont donné de la visibilité à ma page. Peut-être chose que j'aurais moins eu en ayant créé directement le site. Si j'avais démarré par le site, je pense que j'aurais été moins repartagée, moins visible, ça aurait été beaucoup plus lent. Et dernière question, quelle est ta citation préférée? Il faut que je formule bien parce que c'est en anglais. Quitte ce monde avec des souvenirs plutôt qu'avec des rêves. Donc en fait, voilà, plutôt que Amen de to rêver that. sa vie, Ouais. vis-la et vis-la vraiment. Eh bien, merci beaucoup, Safia, sur ton parcours, sur les coulisses, comment tu vis, Grandeur Noire, au quotidien. Te remercions beaucoup pour ce partage. Comment les auditrices de Succès Made in Femme peuvent rester en contact avec toi et Grandeur Noire?
Bon, alors avant de dire ça, je vais déjà te remercier, Claudia, déjà pour la considération que tu m'apportes et pour la crédibilité que tu m'accordes en m'interviewant. Et puis, je tiens à dire que je suis extrêmement ravie de voir qu'une femme comme toi se donne les moyens d'aider d'autres femmes. Ça, c'est très important qu'on retrouve l'entraide, surtout entre femmes. Et surtout, tu fais les choses pour les autres, parce que là, pour le coup, c'est vraiment pour aider des femmes à se développer, à grandir, à s'élever. Donc ça, je suis très admirative de ta démarche. J'espère qu'elle sera de plus en plus suivie, de plus en plus soutenue et que tu auras une forte adhésion. Et puis, moi, je te souhaite un bel envol pour ta démarche Succès Made in Femme. Oh, Voilà. merci Et beaucoup. sinon, on peut me joindre sur Instagram en privé, dans les messages privés. On peut me joindre par mail sur grandeur-noire33@gmail.com. Et on peut me joindre quoi d'autre sur la chaîne YouTube en commentaire. Voilà. Impeccable. Ben, nous te remercions beaucoup. Nous attendons la diffusion de ce livre avec impatience et surtout, nous attendons des moments avec Myrtha de plus en plus présentes. J'espère, on verra. En tout cas, merci beaucoup. Et puis un gros bisou à toutes celles qui vont nous écouter. Continuez, avancez, ne lâchez jamais. J'ai pas lâché, je regrette pas. À tous ceux qui nous écoutent, les hommes, eh bien, tant mieux Oui, d'écouter des émissions comme ça parce que vous allez enfin réaliser que la femme est puissante, est audacieuse, qu'elle a une place à vos côtés et non pas derrière vous. exact. Merci beaucoup, Safia. À très bientôt. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode de Succès Made in Femme. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, visitez le site web succèsmadeinfemme.com. Et si vous souhaitez rester connecté à l'actualité de Succès Made in Femme, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Rejoignez également la communauté Facebook de Succès Made in Femme pour des stratégies et des astuces exclusives.